tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mercredis, on commence par un focus crypto dans Patrimoine thématique. Zoom aujourd'hui sur ce qui devrait changer dans la fiscalité des crypto-monnaies. Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des finances dans le but de clarifier l'imposition sur les gains issus de la cession de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va changer? Réponse avec notre invité dans quelques instants. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, nous parlerons finances durables à l'occasion du Climate Finance Day, 7e édition de ce rendez-vous annuel majeur qui mobilise le secteur financier international à la lutte contre le changement climatique, événement organisé par Finance for Tomorrow, dont nous recevrons ensuite la directrice générale Pauline Becquet. Enfin, dans la deuxième demi-heure de notre émission, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, nous rejoindra pour décrypter le monde de la gestion du patrimoine avec, vous connaissez maintenant les rendez-vous, Club Macro et Club Action, où des conseillers en gestion de patrimoine seront également avec nous. Et en toute fin d'émission, Club Expert pour vous apporter des conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine. J'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et d'abord, comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Patrimoine thématique. Alors que le Bitcoin est bien parti pour dépasser son plus haut historique dans les prochaines semaines, la France souhaite aujourd'hui clarifier la fiscalité des crypto-monnaies. Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des finances. Comment taxer les gains générés par la revente des crypto-actifs? Nous allons poser la question à Pierre Morisot, CEO de Waltio, assistant en ligne pour la fiscalité de vos crypto-monnaies. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Pierre Morisot, pourquoi fallait-il clarifier la fiscalité sur les cryptoactifs? Qu'est-ce qui n'allait pas ou qui n'était pas adapté dans leur imposition? Il y a un régime fiscal qui a été mis en place le 1er janvier 2019 et qui a donc défini la crypto-monnaie, qui a mis en place un régime fiscal spécifique pour les actifs numériques, pour les crypto-monnaies. Et en fait, depuis... il y a eu des évolutions quant au type de transactions, d'opérations, de services en crypto-monnaie dans 2 ans. Et deuxième chose, ce régime fiscal était un petit peu imparfait. Il y avait besoin d'améliorer, de simplifier certaines modalités. Il y a toujours besoin certaines modalités déclaratives. Avant de parler de ce nouveau texte, expliquez-nous comment sont-ils imposés à ce jour, ces cryptoactifs? Alors, en fait, la volonté du gouvernement, qui est pas bête, ça a été de se dire, on met en place un régime fiscal qui est spécifique pour les crypto-monnaies, et 2, on va dire qu'on fait un régime qui est assez semblable à celui d'un actif, un actif financier classique. Donc, c'est-à-dire un taux d'imposition forfaitaire de 30%. Et alors, pour cela, la particularité, c'est que déjà les crypto-monnaies ont été définies. Il y a une formule de calcul de plus-value qui est un petit peu complexe. Et après, il y a un taux d'imposition, la fameuse flat tax, sur ces gains en crypto-monnaie. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on peut parler de taxes compliquées? C'est un système complexe ou pas tellement finalement? Alors, le système est complexe par la nature de l'actif. Ce qui fait qu'en fait, et comme d'ailleurs d'autres pays, la plupart même des grands pays dans le monde, ils requièrent de suivre chacune des transactions. Donc c'est exactement la même logique une logique de fiscalité de professionnel ou une logique comptable, un peu comme la comptabilité d'une entreprise. On doit enregistrer chacune des transactions. Donc cela rend évidemment complexe, fastidieux, chronophage, surtout que le nombre d'opérations souvent en crypto-monnaie croît de façon très forte, et donc ainsi la plateforme d'échange, un petit peu comme la banque ou le broker, donc l'intermédiaire qui permet l'achat et vente, ne peut pas réaliser diffus, donc imprimé fiscal unique, de documents qui synthétisent les gains sur la plateforme. Donc un secteur qui évolue très vite, il fallait s'adapter. Ouais. Pourquoi les acteurs du secteur dénoncent-ils une imposition punitive, Pierre Morisot? Alors, je pense que l'imposition punitive, elle est surtout dans le sens que les modalités aujourd'hui de calcul sont complexes. Il n'y a pas de faculté de déduire les moins-values. Alors, elle peut être faite au sein d'une même année,
Mais si en fait, c'est un actif qui est quand même relativement, qui varie beaucoup en termes de cours et de valeur, et donc il peut se passer qu'il y ait des années qui, malheureusement, il y a la grande majorité ou une bonne partie qui encaisse des moins-values, en tout cas sur l'année. La volatilité n'est pas assez prise en compte, c'est ça La volatilité n'est pas prise en compte, donc il n'y a pas cette possibilité de déduire une moins-value globale sur l'année vis-à-vis des années suivantes. Et après, il y a d'autres modalités pratiques qui rendent les choses relativement complexes. Parce que l'objectif de ce texte, c'était aussi donc de décomplexifier, aussi de rendre ce secteur attractif aussi pour les Français. Tout à fait. Alors exactement, et je pense que déjà le fait comme on disait, le fait d'avoir présenté et défini exactement quelque chose pour les crypto-monnaies, ça a, d'une certaine façon, au moins levé une très grande partie des doutes. Et alors ça, c'est ce qui a été fait en première partie durant l'année 2018 et mis en place début 2019. Et là, 2 amendements sur les 9 qui ont été présentés ont été acceptés, et ce qui permet davantage de clarifier ce régime fiscal pour ceux qui avaient un doute. Ça fait beaucoup d'amendements rejetés. Oui. Comment on explique ça ? Il y a plusieurs façons de l'expliquer. Malheureusement, le gouvernement en place et la Commission des finances pensent que c'est trop tôt pour certains d'entre eux. Et d'autres, je pense qu'ils n'ont pas assez soit creusé ou se sont, on va dire, pris du sujet, enquêté. Donc ça a été des propositions qui ont été portées par un certain nombre de députés. Dont Pierre Persson. Et donc là, aujourd'hui, le gouvernement n'avait pas assez travaillé, je pense, et étudié la possibilité de comment simplifier ces choses. Donc les 2 retenus sont ceux sur... Alors, il y en a, de mémoire, je m'en souviens d'un, surtout, c'est celui qui permet, en fait, qui clarifie l'activité. Oui. Et c'est l'activité, donc, entre une activité qui est professionnelle et une activité particulière. C'est ça, distinguer le trading habituel et inhabituel, c'est exactement professionnel, ça. Non professionnel. Exactement. Et ça, c'était important de le clarifier. C'est important de le clarifier. L'idée étant qu'il y a des critères qui permettent de dire quelqu'un exerce en fait son activité en tant que la gestion de son patrimoine. C'est une activité qui est occasionnelle et sinon quelqu'un réalise, une personne, un individu qui va réaliser ces activités de trading de crypto-monnaie plus à titre professionnel, c'est-à-dire va le faire très régulièrement, c'est ses revenus principaux de son foyer fiscal. Et l'idée, c'est qu'il y avait donc les critères que je viens de citer, mais il y en a d'autres, étaient relativement flous. Et là, en fait, le gouvernement a fait un super travail en disant, qui est assez logique en soi, c'était de se dire, on va prendre les mêmes critères qu'on applique pour le trading d'actions, d'obligations, de titres financiers, on va appliquer ces mêmes critères pour les crypto-monnaies. Quand on parle de crypto-monnaies, donc il y a le Bitcoin, évidemment, la doyenne, on va dire, des crypto-monnaies, qui est évidemment donc, sur le devant de la scène. Qu'en est-il des NFT, par exemple, aussi ? Expliquez-nous, quand on parle de fiscalité des crypto-monnaies, de quoi on parle ? Alors, en effet, déjà, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Je pense qu'on peut presque même se dire, c'est comme des sites Internet. Il y en a, au début, on disait, il y en a plusieurs, lequel suivre. Non, mais il y en a plein. Et celles-ci, elles répondent tous à des besoins ou des objectifs qui sont différents. Pour ce qui est des NFT, donc aujourd'hui, en effet, ça a le vent en poupe depuis quelques temps. Ce qui avait été proposé d'un point de vue purement fiscal, c'était de se dire, le NFT, en fait, a donc à chaque fois un sous-jacent, type œuvre d'art, type quelque chose qu'on collectionne ou autre. Et en fait, on ne va pas choisir le régime fiscal du NFT en tant qu'actif numérique, en tant que crypto-monnaie, donc on ne va pas les assujettir à ce régime fiscal, mais plutôt à celui du sous-jacent. Et là, donc donc il faut les traiter différemment Je ne sais pas s'il faut, en fait, pour être très honnête, les deux... en tout cas, ce qu'il faut déjà, c'est qu'aujourd'hui, la définition de l'actif numérique, dans le texte de loi en France, reste relativement vague et semblerait exclure les NFT. Mais... c'est-à-dire qu'on ne précise absolument pas comment les déclarer. Et je pense que c'est vrai il faut se dire un peu qu'est-ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais il y a aussi de se dire, déjà juste donner un texte de loi, donner une idée pour que les contribuables ne soient pas dans le doute, que les avocats n'aient pas des interprétations qui divergent, et même que les interprétations ou la compréhension des textes de loi par les avocats qui est faite ne divergent pas en contentieux lorsqu'il y a des contrôles fiscaux. Pierre Morisot, on en parlait, des objectifs en tout cas de ce texte, c'est donc peut-être aussi de faire revenir les détenteurs français de crypto-monnaies en France. Est-ce qu'on a des chiffres ? Combien sont-ils à ce jour, ces Français qui s'emparent de ce sujet-là ?
déjà, donc, on estime que 2 millions de Français détiennent des actifs numériques. Il y a plusieurs études qui montrent qu'aujourd'hui, plus de 5% en posséderaient. Donc, une chose est sûre aussi, donc ça, c'est au niveau France. Et une autre donnée qu'on a, c'est qu'entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin, une étude donc, d'un des gros brokers de crypto-monnaies, une plateforme appelée crypto.com, disait que dans le monde, le nombre de détenteurs a été multiplié par 2 entre ces deux dates, donc, entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année. Donc, ils croient énormément, donc tant en France qu'à l'étranger. Et les profils aussi évoluent, on en parlait aussi tout à l'heure. Oui, exactement. Ce qu'on disait, c'est qu'au tout début, les personnes qui détenaient des actifs numériques étaient des personnes vraiment au tout début, c'était presque anti-système. C'était des profils développeurs, très technophiles. Et puis on a vu, donc avec la vague de 2017, prendre des profils, des nouveaux profils, alors toujours technophiles, mais entrepreneurs, des personnes plus ouvertes. Et là maintenant, on voit des monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent, qui souhaitent investir. Et c'est en effet ces profils qui souhaitent avoir une fiscalité, alors plus que les autres, de façon, parce qu'il y en a plus en quantité, mais qui souhaitent avoir un régime fiscal qui est clair, qui est simple et qui est précis. Comment, chez Waltio, vous accompagnez ces textes de loi, ces adaptations et ces nouveaux régimes fiscaux? Comment vous les accompagnez? Déjà, en fait, la particularité de notre outil, c'est que donc, nous, contrairement à un avocat ou un expert comptable qui va accompagner individuellement son client, il va faire ses calculs individuellement, nous, notre logiciel fait tout le travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail, pas d'accompagnement, mais de calcul, en tout cas une grosse partie, c'est-à-dire qu'il va se connecter sur les comptes de crypto-monnaies. Nos clients eux-mêmes vont se connecter sur notre outil. On va récupérer toutes les informations, donc des plateformes d'échange et des wallets. Nous, on a codé le droit fiscal des crypto-monnaies. Et à partir de là, on va analyser, on va guider aussi le client dans le calcul de son montant imposable et on va produire automatiquement les rapports. Donc l'objectif, c'est quoi? De simplifier évidemment la déclaration des revenus sur ces produits financiers? Exactement. Oui. L'objectif aujourd'hui, il a été de l'automatiser. Et en fait, pour revenir sur votre première question, c'est qu'on a le fait de le faire pour des milliers de personnes, on a un certain nombre de données qui nous permettent de déceler des tendances dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc, aujourd'hui, on a donc alerté des parlementaires, le gouvernement, sur ces tendances, en disant, attention, par exemple, on veut que les actifs numériques soient perçus comme un moyen de paiement. Aujourd'hui, c'est moins de 0,1% des transactions dans notre outil. C'est pas normal. Et donc, ça veut dire que les modalités... Alors, en cherchant un peu, on comprend. Les modalités déclaratives, aujourd'hui, sont relativement contraignantes pour quelqu'un qui souhaiterait payer régulièrement en crypto-monnaie ou utiliser la crypto-monnaie comme un instrument de paiement. Donc vous alertez et puis ensuite, après, vous êtes obligé de vous adapter en fonction des textes de loi également aussi qui sont votés. Ça, c'est compliqué de réadapter les algorithmes, les logiciels quand il y a des changements de texte. Alors, avant, il y en avait des changements, c'était très régulier. Il y en a pris presque un par an. Et donc, et puis le modèle pour les particuliers, pour les professionnels différents, pour les entreprises aussi. Donc, ça fait partie complètement de notre métier. Et c'est tout à fait, en effet, on a toute une cellule de veille juridique. Et nos avocats nous accompagnent sur ce sujet. Pour vous adapter justement à ces évolutions, pourquoi avez-vous sorti ce livre blanc, Pierre Morisot, ce guide fiscal destiné aux particuliers? En fait, on avait le problème de base, c'était que les Français ne comprenaient pas le régime fiscal des crypto-monnaies. Et beaucoup souhaitaient le faire. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit avec nos avocats, donc le cabinet Orwell Avocat, qui est spécialisé sur les enjeux des actifs numériques, on s'est dit, on va rendre cette information publique et l'expliquer facilement. Alors qu'avant, c'était soit des textes juridiques donc difficilement compréhensibles du grand public, et sinon, il fallait voir un avocat et avoir une prestation d'accompagnement individualisée. Donc, en fait, on a rendu ces informations publiques, et là, tout de suite, on a vu qu'en fait, les individus étaient hyper contents d'avoir accès, au moins comprendre facilement ce qui a été fait. Il a été téléchargé plus de 25 000 fois en tout. Donc, il permet rapidement de comprendre comment fonctionne, quelles sont les modalités déclaratives, comment est-ce qu'on calcule ses plus-values, comment est-ce qu'on déclare. C'était logique de créer un outil pour simplifier les déclarations de revenus et également faire de la pédagogie auprès des particuliers sur cette question-là, essayer de leur expliquer le tenant et les aboutissants du régime fiscal. Exactement, oui, tout à fait. De faire les deux, de combiner les deux. Dernière question, Pierre Morisot. Comment voyez-vous, question un peu large, mais comment voyez-vous évoluer la fiscalité sur les cryptos dans les prochaines semaines?
Donc on a vu, ça évolue très vite. Est-ce que selon vous, il faut quand même aller plus loin? Là, on a parlé des 2 amendements qui ont été adoptés. Il faut encore aller plus loin et on ira plus loin de toute façon. Comment vous voyez ces évolutions? Alors, déjà, donc là, en ce moment, il y a le projet de loi de finances. Donc, celui-ci a été déjà débattu en Assemblée nationale. Maintenant, il va y avoir des discussions au Sénat. Après, il y aura une deuxième lecture du projet de loi de finances. Donc, d'autres amendements pourraient être à nouveau portés d'ici la fin d'année, donc courant le mois de novembre. Et après, ce projet de loi de finances sera voté en décembre. Donc, il y a encore d'autres cartouches pour essayer d'encourager à porter ces amendements, à les reformuler pour prendre en compte les réflexions du gouvernement. Et sinon, ce sera, dans le pire des cas, l'an prochain. Il est évident qu'aujourd'hui, ces 2 amendements ne sont pas suffisants pour faire en sorte que l'actif numérique soit détenu, utilisé pour des millions de Français. Donc on a encore besoin en effet de travail, de pédagogie, même au sein des pouvoirs publics. Merci d'en avoir fait d'ailleurs un peu avec nous aujourd'hui, Pierre Morizot de la pédagogie. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le CEO de Waltio. Merci à vous. Beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Zoom aujourd'hui sur un événement phare pour les acteurs du monde économique et financier, le Climate Finance Day, un des rendez-vous annuels majeurs qui mobilise depuis la COP21 le secteur financier international à la lutte contre le changement climatique, événement organisé par Finance for Tomorrow, dont nous recevons la directrice générale aujourd'hui, Pauline Becquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. L'année 2021 marque-t-elle selon vous un tournant dans la mobilisation en faveur de la protection de l'environnement? Alors oui, le vrai tournant, il était en 2015, au moment de la COP21, mais on a fait beaucoup de progrès depuis. Et donc cette année, elle est vraiment importante parce que nous sommes à quelques jours de la COP26, où les États vont devoir renforcer leurs engagements et leur ambition pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, au-delà des États, finalement, tous les acteurs économiques, y compris le secteur financier privé, doivent aussi renforcer ces ambitions. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre de nouveaux engagements. Et le vrai tournant cette année, ça a été la mobilisation autour de toutes les coalitions Net Zéro, où tous les acteurs se sont engagés en faveur de la neutralité carbone. Donc il y a une vraie volonté d'accélérer le mouvement en faveur de la lutte contre le changement climatique. À quelques jours de la COP26 et puis en pleine relance, en pleine reprise économique aussi. Pourquoi selon vous la reprise économique, cette relance économique, peut-elle être ou est-elle un moment propice peut-être pour verdir notre économie ? Parce que justement c'est l'occasion de repenser nos modèles d'affaires, la façon dont nous menons nos métiers, nos activités. La crise que nous avons vécue de la Covid-19, elle est probablement liée à des enjeux de biodiversité, même si ça n'est pas prouvé. En tout cas, le changement climatique est réel. On en voit les impacts. On a vu cet été l'enchaînement des catastrophes naturelles majeures. Je veux dire, aujourd'hui, plus personne ne peut nier que le changement climatique, il est là. Et donc, justement, l'occasion de relancer nos économies, c'est l'occasion de le faire en intégrant ces critères environnementaux et sociaux, en ayant en tête de vouloir changer nos modèles et de transformer l'économie en faveur de la transition. Pauline Becquet, qu'a-t-elle de particulier cette 7e édition du Climate Finance Day? Qu'en attendez-vous exactement ? Alors, nous avons décidé de consacrer cette 7e édition à l'impact. C'est extrêmement important parce que l'idée, c'est aussi de changer d'échelle et de passer d'une intégration ESG où on prenait en compte les critères extra-financiers, mais sans forcément une volonté d'avoir un impact réel sur la transformation de l'économie. Maintenant, il faut passer. C'est nécessaire d'intégrer l'impact finalement dans le secteur financier. Donc, ce qu'on attend de cette 7e édition du Climate Finance Day, ce sont de nouveaux engagements des acteurs financiers autour de la finance à impact, autour de la neutralité carbone, mais aussi du sujet des politiques énergie fossile. Vous parlez de l'importance de l'impact. Selon vous, le secteur financier ne s'était pas fixé peut-être des objectifs assez hauts où il fallait leur expliquer ce qu'il fallait faire ? Je pense que les objectifs, l'ambition était là. Mais la manière de mettre en œuvre, ce n'est pas si facile que ça, en fait, de transformer l'ensemble des flux financiers et de, comme nous disons, achieve the trillions, donc vraiment
rediriger massivement les flux de capitaux, ça prend du temps. On a besoin aussi de données de la part des entreprises dans lesquelles on investit, de comprendre ce que signifie un portefeuille d'investissement aligné avec l'accord de Paris. Donc l'ambition, elle était là, mais la mise en œuvre opérationnelle a peut-être mis un peu de temps à se mettre en route. Et donc maintenant, il faut vraiment accélérer. Et c'est ce que vous faites aussi avec Finance for Tomorrow. Vous faites de la pédagogie auprès de toutes ces parties prenantes, et elles sont nombreuses. Quelle nouvelle impulsion vouliez-vous donner en arrivant à la tête de Finance for Tomorrow, justement ? Alors, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire passer la finance durable à l'échelle, de la rendre mainstream et de mobiliser encore plus l'écosystème autour de ces sujets de finance durable, de ne plus avoir uniquement les acteurs pilotes engagés, mais vraiment de réussir à rassembler l'ensemble de l'écosystème pour transformer l'ensemble des pratiques. Ceux qui, sur le papier, ne sont pas forcément engagés, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que certains ceux dont acteurs... l'activité n'était pas forcément orientée impact et durabilité. Exactement. L'idée, c'est vraiment que tous ceux qui n'avaient pas forcément cette couleur marquée durabilité, finalement, se transforment également et intègrent ces sujets dans leur stratégie d'investissement et de financement. Vous parlez de mobiliser. Comment on les mobilise, justement, ces acteurs ? Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? Chez Finance for Tomorrow, justement, on est vraiment une plateforme de travail qui rassemble l'écosystème. Donc l'objectif, c'est de partager du contenu, de l'expertise, de démontrer les bonnes pratiques pour justement entraîner l'ensemble de l'écosystème. Donc ça fait complètement partie de notre travail et de notre mission chez Finance for Tomorrow. Et puis le Climate Finance Day, donc, qui aura lieu le 26 octobre, est justement un événement pour mobiliser, qui se veut à la fois un catalyseur d'engagement, mais aussi une vitrine des bonnes pratiques, et également l'occasion de faire un bilan finalement de toutes les réalisations et actions mises en œuvre, mais aussi des solutions innovantes mises en œuvre par les acteurs privés, les acteurs publics pour financer la transition. Et faire le lien aussi peut-être entre les entreprises, les investisseurs, les écoles, les universités aussi. Complètement. Ouais. Une autre de nos missions chez Finance for Tomorrow, c'est vraiment de rassembler l'écosystème. Aujourd'hui, on a plus de 85 membres, mais seulement la moitié, en fait, sont des acteurs financiers. Les autres, ce sont des ONG, des entreprises, des collectivités, des think tanks et des cabinets de conseil. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout cet écosystème ensemble pour qu'ils puissent partager et contribuer. Et donc on cherche justement à développer notamment les relations entre le monde de la finance et le monde de la recherche. Donc on a plusieurs initiatives sur ce sujet-là, mais il y a un vrai besoin sur ces sujets complexes, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir aussi avoir un apport académique et de la recherche qui va aider le secteur financier à contribuer. Et vous parliez du dialogue avec les entreprises, il est clé, parce qu'en fait, financer l'économie réelle, c'est bien financer les entreprises, ce sont elles qui sont au cœur de la transition. Il est donc nécessaire que ce soit elles qui transforment leur modèle d'affaires. Et donc toute la question, c'est comment le secteur financier accompagne ces entreprises dans cette transformation. Et ces entreprises, ces investisseurs, on a réussi à les convaincre qu'une finance plus verte, elle était plus résiliente, même plus efficace, plus créatrice de valeur même. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Oui, c'est bon, on a réussi à faire ce travail-là. Pauline Becquet, Obligations vertes, label ISR, RSE. Comment vous, avec Finance for Tomorrow, vous arrivez à faire émerger, comment vous participez au développement de ces outils ? Alors, comme je vous le disais, nous organisons différents groupes de travail pour partager les bonnes pratiques et accompagner les acteurs vraiment sur les questions méthodologiques de mise en œuvre opérationnelle de ces enjeux. Donc, on a un groupe de travail sur les green bonds, par exemple, un groupe de travail sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on crée de nouvelles classes d'actifs qui permettent d'investir dans le capital naturel et dans la biodiversité ? Comment est-ce qu'on maîtrise les risques liés à la biodiversité quand on fait des investissements ? À ce titre, Finance for Tomorrow va par exemple intégrer le groupe des observateurs de la nouvelle Task Force on Nature-Related Disclosure, qui a pour but de travailler justement sur le reporting que doivent faire les acteurs du monde économique sur leur impact sur la nature. Concernant le label ISR, nous allons accueillir chez Finance for Tomorrow le secrétariat du nouveau comité du label ISR. Et donc, nous avons vraiment cette ambition aussi de contribuer à la sensibilisation du grand public
sur ces enjeux de finances durables et de passer d'un vocabulaire très technique employé par les acteurs financiers, mais parce que c'est un sujet complexe, de rendre ça lisible pour l'épargnant qui souhaiterait donner du sens à son épargne. Pauline Becquet, pourquoi la question des critères reste-t-elle difficile à apprécier ? C'est ce qui bloque à chaque fois, on a l'impression. Comment on détermine que tel ou tel produit, telle ou telle filière est bonne ou mauvaise pour l'environnement, qu'elle peut obtenir tel ou tel label ? Alors, effectivement, en fait, l'enjeu de la donnée, il est clé. Donc, on a besoin de données pour pouvoir déterminer ça. Mais il y a un nouvel outil majeur qui a été créé par la Commission européenne qui s'appelle la taxonomie, qui en fait est une classification des activités économiques vertes et qui va, pour un certain nombre d'activités, préciser les seuils basés sur une analyse de cycle de vie et sur la science, donc des seuils qui permettent de dire que cette activité, oui, elle est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris, oui, elle est durable. Et donc ça, c'était vraiment un outil très important et très attendu du secteur financier, mais aussi du monde économique, parce qu'il permet de créer un langage commun entre les autorités politiques, les industriels, le secteur financier. Et maintenant, tout le monde sait ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas. Alors cette taxonomie, elle va évoluer. Elle ne couvre pas du tout toutes les activités économiques aujourd'hui. Il y en a à peu près 70. Donc c'est pas encore le Graal, mais disons que c'est la première étape pour en tout cas montrer la feuille de route des activités qui sont alignées. Parce que vous prenez plutôt l'exclusion ESG, c'est-à-dire des entreprises qui sur le papier ne sont pas bonnes pour l'environnement, on les exclut de ces labels ? Alors non, ça dépend vraiment des labels et justement, la question de l'exclusion, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a certaines activités où il est clair qu'elles ne sont pas compatibles avec un mix énergétique aligné avec l'accord de Paris. Il y a un certain consensus sur le charbon en France, ça c'est clair. Quand on prend la question des énergies fossiles, par exemple, ça pose la question justement de comment on accompagne ces entreprises à transformer leur modèle d'affaires. Il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie au printemps dernier qui disait que dans une trajectoire net zéro, donc justement pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a une baisse de la demande et donc il n'y a plus de place pour des nouveaux projets d'expansion d'énergie fossile. Donc ça, par exemple, quand on a ce genre de constat-là ou des constats scientifiques, oui, il faut prendre en compte ces constats-là et peut-être adopter des stratégies d'exclusion. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga, l'exclusion. Au contraire, si on exclut, on ne peut plus accompagner l'entreprise à se transformer. Donc toute la question, c'est justement de comment on reste investi et comment on accompagne les entreprises sur cette trajectoire-là. Vous le disiez tout à l'heure, Pauline Becquet, l'Europe met en place des cadres assez structurants pour le marché de la finance durable, d'autant plus depuis cette crise. Comment vous regardez, comment vous suivez le travail de l'Union européenne sur ces questions-là ? Quelle pierre mettez-vous, vous, à l'édifice ? Enfin, comment ça marche ? Alors, nous avons chez Finance for Tomorrow une Commission Policy donc qui rassemble essentiellement des représentants des affaires publiques de nos membres. Et donc, justement, on travaille sur toutes ces évolutions réglementaires européennes. On fait intervenir des experts aussi pour expliquer tous ces changements à l'écosystème et pouvoir aussi porter la voix de la place financière de Paris auprès de l'Europe. Les outils visant à flécher donc les investissements, vous en parliez tout à l'heure, vers les transitions donc bas carbone, ils sont aujourd'hui suffisants, efficients, Pauline Becquet ? Comme je le disais tout à l'heure, la taxonomie, par exemple, c'est un début. Elle n'est définie que sur 2 objectifs environnementaux sur 6. Il n'y a que 70 activités économiques qui sont listées dedans. Donc, on en est au début des outils. Il y a des travaux de normalisation aussi en cours au niveau européen sur la donnée extra-financière qui vont être clés pour justement résoudre ce problème dont je parlais tout à l'heure. Donc les outils se mettent en place progressivement. Il y a vraiment eu une avancée majeure avec ce plan d'action finance durable de la Commission européenne. On n'a pas encore tous les outils à disposition, réglementaires en tout cas, pour avancer sur ce sujet-là. Il reste des choses à faire, mais on avance. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Pauline Becquet, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow, d'être venue nous voir, surtout à l'occasion du Climate Finance Day, qui se tiendra place le 26 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.
Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine. Nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter les enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Eva et bonjour à tous au sommaire. Aujourd'hui, hausse des taux, quel impact pour les actions européennes? On en parle dans un instant dans le Club Macro avec Marc Alperin, qui est co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. Dans Club Action, aujourd'hui, les atouts de la digitalisation made in Luxembourg. Et oui, l'assurance vie se digitalise. Nous recevrons dans quelques instants David Liebman, directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance. SCPI de commerce, la vérité sur les chiffres, c'est en toute fin d'émission avec notre chroniqueur du jour, Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Et on commence donc par le Club Macro. C'est parti. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Marc Alperin, qui est co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. On va parler avec lui de la hausse des taux et de l'impact que cela aurait sur les actions européennes. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, puisque la hausse des taux, on l'attend, et on se demande quel effet ça va avoir sur les actions. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être redéfinir ce qu'on peut entendre par hausse des taux, parce que ça va dépendre également de la rapidité de cette hausse. Je ne sais pas quel est votre scénario, mais on peut revenir là-dessus. Alors, pour l'instant, le marché, il achète le discours des banquiers centraux, qui est de dire, ne vous inquiétez pas, il pourrait y avoir de l'inflation, et donc, effectivement, ça pourrait peser un peu sur les taux, mais comme cette inflation sera transitoire, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et donc le marché est assez serein pour aujourd'hui sur les taux. Et on le voit d'ailleurs, les taux ne bougent pas trop. Alors, on a quand même eu quelques velléités de remontée. On l'a vu. Alors, à chaque fois, c'était très court terme. Ça a duré quelques semaines. Mais l'impact, on l'a vu quand même sur le marché. C'est-à-dire que la cohorte la plus chère du marché a été négativement impactée. Donc ça, c'est assez flagrant pour une raison assez simple. C'est-à-dire que, vous savez, dans les modèles de valorisation, on actualise les cash flows et on utilise le taux sans risque. Et donc, si vous avez une remontée du taux sans risque, ça pénalise évidemment les sociétés les plus chères qu'on retrouve notamment dans la technologie, dans le luxe. Et effectivement, c'est un point qu'on a vu. Ça, ce serait le premier impact de la hausse des taux, ce serait ça, du coup. C'est un impact sur les valorisations les plus élevées du marché. D'accord, très bien. Et dans un second temps, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, pour que cette hausse de taux soit pérenne, il faut qu'on ait de l'inflation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on a un peu d'inflation, mais elle est transitoire. Pour qu'elle se pérennise, il faudrait qu'on ait de l'inflation salariale. Alors, ce n'est pas le cas du tout, heureusement, en Europe continentale. C'est un petit peu moins clair aux États-Unis et même en Angleterre. Mais tant qu'on n'a pas cette inflation salariale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur les taux. Alors, il y a quand même un deuxième élément aujourd'hui qui pèse, qui est concomitant à ce qu'on vit actuellement, c'est cette inflation du prix des matières premières. Absolument. Effectivement, qui est liée à la reprise d'activité très forte que l'on a. Là, c'est une vraie flambée. Alors, oui, il y a encore quelques domaines qui ne sont pas concernés, mais c'est vrai qu'à la fois, il y a des matières premières agricoles, des métaux, évidemment, de l'énergie. On pense à l'énergie, c'est vrai, quand on parle pétrole, gaz, flambée, etc. Pour l'instant, les entreprises sont très relaxes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles nous expliquent qu'elles peuvent passer ces hausses de prix des matières premières dans le prix aux consommateurs ou aux industriels. Et effectivement, pour l'instant, on a vu des résultats qui étaient très bons. On avait même des révisions haussières des bénéfices. La question, c'est quid de l'avenir, quid des 2 prochains trimestres. Et là, on va scruter attentivement les résultats pour s'assurer de ça, justement. Marc Alperin, pourquoi certaines actions peuvent-elles bénéficier d'une hausse des taux et d'autres plutôt en pâtir? Alors,
Il y a plusieurs secteurs qui en bénéficient. Alors, le premier secteur auquel on pense, évidemment, ce sont les banques, qui, évidemment, ont un business qui bénéficie plutôt d'une remontée des taux. Des banques qui ont pâti plutôt ces dernières années de cet environnement de taux bas. Et effectivement, c'est un secteur qui est très identifié sur le marché. C'est un secteur qui n'est pas très cher, déjà, et pour des raisons qu'on connaît vu l'historique du secteur. C'est un secteur qui a souffert récemment, notamment l'année dernière, avec la coupe des dividendes imposée par le régulateur. Et vous avez aujourd'hui donc ces dividendes qui vont être à nouveau tolérés pour les banques les plus solides de la zone. Ouais. Et donc, mine de rien, ça fait 6-7% de dividendes. Bonne nouvelle pour les porteurs. Donc, c'est plutôt bien pour les porteurs. D'autant plus si on a un marché qui venait un petit peu à caler ou à consolider. C'est vrai que c'est toujours bon à prendre. Donc, oui, vous avez les banques, qui est le secteur, je dirais, numéro 1, quand vous avez un environnement de remontée des taux, comme on pourrait connaître. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le prix des comos, la hausse du prix des matières premières, forcément, vous avez le secteur énergétique qui également en bénéficie. Donc, vous, en tant que gérant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous vous positionnez sur les bancaires? Oui, absolument. Vous évitez vous sortez du luxe? Alors, on a eu plutôt tendance à alléger les valeurs du luxe, qui ont eu un parcours exceptionnel. C'est des valeurs magnifiques, mais effectivement, il y a eu un parcours tel qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment beaucoup de place pour la moindre déception sur les résultats. C'est un secteur qui est très sensible au taux également. On est un peu également, je dirais, attentif au secteur et aux valeurs très cycliques, industrielles notamment, qui pourraient, in fine, pâtir de ces hausses de ces prix des matières premières. Pour l'instant, ces secteurs industriels s'en sont très bien tirés, mais encore une fois, à voir sur un peu plus long terme si elles pourront absorber comme ça ces hausses de coûts. Et donc, effectivement, on aime bien les bancaires, on aime bien les secteurs qui vont bénéficier de la réouverture de l'économie. Oui. Il y a encore des retardataires, notamment dans le transport, les loisirs, l'hôtellerie. On sent qu'effectivement, ça rouvre. Petit à petit. Mais les touristes, notamment internationaux, ne sont toujours pas là. Donc, il y a encore de la place et matière à rattraper. Et puis, on est à quelques jours de la COP26. C'est vrai que vous avez encore des secteurs qui vont bénéficier de ces plans de relance qui sont largement subventionnés par les gouvernements. Et pour ça, justement, vous avez un fonds ISR, Euro Sustainable Equity. Absolument. Ça, c'est le fond du coup à regarder. Enfin, ça correspond bien là quand on pense à la COP 26. Effectivement, ce sont des valeurs, ce sont les bonnes valeurs. Absolument. Il y a, là, effectivement, ça va être réitéré. L'un des objectifs de la COP 26, ce sera de rappeler les accords de Paris et cet objectif d'alignement sur un scénario 2 degrés. La réalité, c'est que très peu d'entreprises sont alignées avec ça. Et effectivement, dans ce fonds des Euro Sustainable Equity, on peut déjà s'avancer en disant que dans ce fonds, on est déjà aligné avec les accords de Paris, puisqu'on a une trajectoire de 1,85 degrés. Ce n'est pas le cas de tous les fonds ISR ? Non, pas pour les fonds généralistes. Il y a quelques fonds ISR qui sont très spécifiques sur des thématiques très identifiées qui sont déjà alignés. Mais sur un fonds généraliste, comme c'est le cas pour le nôtre, c'est très rare. Ce sont des actions européennes, vous êtes européennes, tout secteur confondu. Et effectivement, ça demande un travail très précis en amont de sélection et d'identifier les valeurs qui sont idéalement positionnées et qui apportent des solutions en matière de développement durable. D'accord. Vous êtes resté positif en 2020. J'ai regardé bien sûr vos performances. Depuis le début de l'année, vous êtes à plus 14%. Comment vous avez fait déjà pour maintenir une performance positive l'année passée ? Et comment vous faites depuis le début de l'année En fait, on a un peu profité du trou de l'année dernière pour réinvestir et revenir sur ces belles valeurs qui avaient été un petit peu délaissées. C'est toujours le moment idéal quand vous avez des crises. C'est justement de pouvoir se repositionner sur certaines valeurs. Acheter dans les creux, c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais voilà, quand vous avez une grille de lecture assez saine, quand vous avez des objectifs de cours bien identifiés, et dès l'instant que vous avez à nouveau je dirais une marge de progression importante par rapport à votre objectif, il faut être, je dirais, discipliné et savoir profiter de ces opportunités-là pour revenir sur ces valeurs. C'est ce qu'on a fait en mars-avril 2020. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus prudent, vous l'avez compris, tactiquement, mais on est très serein encore pour 2022, pour une raison assez simple, c'est que les prévisions de croissance du PIB pour l'année prochaine en zone euro, elles sont à minima
de 4%. Ouais. Donc, qui dit 4% de croissance du PIB, ça veut dire que sur les BPA, ce sera à 2 chiffres. Oui, parce que cette hausse des taux, elle signifie un optimisme venant des banques centrales, donc un optimisme aussi de votre côté, c'est ce que vous dites? Oui, alors tout dépend encore une fois de la rapidité de la hausse des taux. Il ne faut pas que ça dérape. Voilà. Donc, modulo une inflation salariale qui pourrait faire déraper le scénario, pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Oui, on Donc, ne voit pas, oui. on a un portefeuille plus équilibré. Voilà, c'est un peu le message, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, notamment ceux Qui va rester comme ça pour les semaines à venir. Oui, et dans les mois à venir. Et dans les mois à venir. Voilà, l'idée, c'est d'être investi un peu dans tous les secteurs, en étant très sélectif sur les valeurs sur lesquelles nous allons investir, en sélectionnant celles qui ont du pricing power, justement, qui vont pouvoir passer ces hausses de coûts aux consommateurs et aux clients finaux. Mais je dirais que le maître mot, c'est du coup, ça a des valeurs qui ont un bon pricing power. On va retrouver ça, par exemple, dans le luxe. Oui, alors c'est absolument vrai. Par contre, c'est ce que je vous disais, c'est aujourd'hui des niveaux de valorisation qui nous gênent un petit peu. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment je dirais la double grille de lecture, des valeurs qui sont solides, qui ont des marges importantes, qui vont pouvoir passer ces hausses de prix, et à la fois des valorisations qui demeurent encore raisonnables. Et c'est bien le problème dans ce marché, c'est que les acteurs de luxe que vous avez identifiés, tout le monde le sait, les résultats ont été magnifiques et ça va être compliqué de surprendre encore à la hausse. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Alperin. Je rappelle que vous êtes co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. Merci encore. Et on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Dans Club Action aujourd'hui, les atouts de la digitalisation made in Luxembourg. David Liebman, vous êtes directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Eva. Bonjour David. Bonjour Laura. Lombard International Assurance, spécialiste de l'assurance vie. Expliquez-nous comment a évolué l'assurance vie ces derniers mois. Alors certainement, Lombard International Assurance est un assureur luxembourgeois, un pure player, 100% en unité de compte, installé à Luxembourg. Une de nos spécificités, c'est qu'on déploie au travers d'un même produit l'assurance vie dans une quinzaine de marchés en Europe et au travers du groupe aux États-Unis ou en Asie. Comment se porte l'assurance vie ces derniers mois? Elle se porte bien, notamment ici, en France, où de nombreux assureurs réalisent une année exceptionnelle, en France, au Luxembourg. Et également chez Lombard International Assurance, où nous sommes très heureux de partager, pas encore de chiffres, mais les très bons résultats engagés pour 2021. Donc on a une tendance de fond qui se confirme vers une assurance vie qui reste le produit d'épargne préféré des Français, et également que les assureurs 100% en unité de compte ne font plus peur. J'en parlais en préambule, digitalisation made in Luxembourg, on pourrait l'appeler comme ça. Pourquoi le digital est-il au cœur de votre actualité ? Alors le digital est au cœur de notre actualité parce que il n'y a pas beaucoup d'échappatoires aujourd'hui. Le digital, c'est presque une histoire de survie. Alors, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire dans ce que je vous dis. Hein. Ce n'est pas une flash news. Simplement, les moyens, les ambitions, les objectifs ont évolué, se sont accélérés, je pense notamment avec la pandémie. Donc, il n'y a pas vraiment de retour. Nous, on a profité en France d'un marché pilote pour tester des solutions de dématérialisation, donc de digitalisation de la vente de notre offre. Donc, 100% paperless, 100% en ligne, signature électronique en France. Et on a déjà 80% des nouvelles souscriptions dans notre marché français qui sont passées par l'utilisation de notre plateforme de services digital. Donc ça prend auprès des Français? Ça prend, simplement parce que c'est une réponse qui est pertinente, je pense, avec d'abord l'assurance vie luxembourgeoise. Il faut comprendre que l'assurance vie, déjà en soi, c'est 150 pages de papier, c'est une vingtaine de signatures. Donc pour le client, de passer à une souscription 100% dématérialisée, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus simple. Et quand c'est simple, les clients aiment bien. Et puis on a un contrat d'assurance vie luxembourgeois qui, dans son ADN, est une offre sur mesure, qui part d'une page blanche très souvent, dans laquelle il faut imbriquer, connecter, brancher beaucoup de contreparties. On a le distributeur et tout son travail encadré par une réglementation qui est forte, on le sait, et qui se renforce tout le temps. On a des banques dépositaires, on a des sociétés de gestion, on a des actifs cotés, des actifs non cotés. Et en fait, le contrat d'assurance vie luxembourgeois est le grand enveloppant dans lequel il faut être capable de faire
la souscription, on l'a dit, mais également toute la partie transactionnelle. Aujourd'hui, c'est un outil de long terme, mais c'est également un outil d'investissement pendant le cycle de vie du produit. Donc toutes ces opérations, et on l'a bien constaté, on a fêté nos 30 ans tout récemment, la semaine dernière. Ouais. C'était justement, c'était le thème de cet événement annuel en France. Exactement. C'était l'assurance vie luxembourgeoise à l'ère du digital. Exactement. Et on avait on a essayé modestement de repiéter l'exercice du plateau télé. On avait de très beaux invités, des distributeurs, des banques privées, des family office. On avait également des fabricants en fait, de solutions qui accompagnent le parcours de la digitalisation, des gens très connus, Harvest, des nouveaux entrants. C'est un marché qui crée des opportunités, Viocus Platform, qui viennent et qui nous ont accompagnés pour parler de digitalisation. Et dans ces enjeux, on se rend bien compte que l'un des sujets principaux, c'est la partie transactionnelle, c'est la partie accompagnement. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et on se rend compte que d'ores et déjà, on est en train de construire les étapes d'après. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de faire de la signature électronique, de se débarrasser du papier, mais simplement d'avoir tout un parcours autour du cycle de vie de l'assurance. Un parcours digital, donc comment vous vous assurez de la protection des données de vos clients ? Ça, c'est un sujet extrêmement important. Il faut savoir que quand on est à l'échelle du Luxembourg, il faut savoir que le secret qui est lié à la data, bien avant GDPR, bien avant RGPD en France, c'est des choses qui étaient du cœur business, j'ai envie de dire, au Luxembourg, parce que le secret, comme on l'a en Suisse ou comme on l'a à Luxembourg, c'est du domaine du pénal. C'est-à-dire que si on vient à partager des datas privées, de l'information client à une tiers partie qui n'a pas d'autorisation, les choses peuvent rapidement s'aggraver. Ça a été renforcé aujourd'hui avec RGPD, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de consentements aujourd'hui obligatoires à obtenir de la part de nos clients. Et comme je vous le disais, notre architecture, elle s'appuie sur la cohérence de différentes contreparties. Donc de tout temps, par exemple, au Luxembourg, on crée des fonds dédiés. Un fonds interne dédié, par exemple le FIL, qui est une unité de compte luxembourgeoise, c'est un mandat de gestion qui va être donné à une société de gestion qui va gérer en fonction du profil du client, de l'univers d'investissement, et avec lequel on va forcément partager, par exemple, le profil de risque du client pour s'assurer de la bonne adéquation. Et dans tout ce partage de data, on a déjà tout un tas de sets documentaires qui permettent de ne pas créer de breach. Et donc, si on en revient évidemment au digital, à un moment où l'aspect sécurité est très important, alors on a tous en tête les différents niveaux de signature électronique maintenant, qui permettent de s'assurer des meilleurs niveaux de protection pour le client final, pour le distributeur, et puis pour nous, qui devons avoir en fait un audit tout continu du parcours de signature. Mais c'est vrai également sur toutes les datas qui nous sont partagées. On est sur des domaines qui sont extrêmement sensibles. Donc on crée des coffres-forts numériques, on crée des parcours qui sont extrêmement sécurisés. Et enfin, un point sur l'échange, parce que c'est aussi au cœur de nos enjeux. On crée des plateformes propriétaires. Nous, on crée un environnement de service. Notre plateforme de service s'appelle Connect. Nos partenaires ont également leurs propres outils, que ce soit les CGP, que ce soit les banques privées. Et l'idée, c'est comment on crée des interfaces. Aujourd'hui, comment on permet d'optimiser le partage de la data tout en évitant de faire de la double saisie, tout en évitant que les informations qui nous arrivent puissent être erronées, simplement, parce que la double saisie crée un risque d'erreur. Donc, on crée des parcours de transfert d'informations. Et donc là, évidemment, la sécurité, pour en revenir à ce point-là, c'est un point essentiel. Donc on travaille évidemment sur des API, donc qui sont des formats d'échange technologiques qui permettent justement d'optimiser cet échange de data dans un environnement sécurisé. David Liebman, vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas une révolution dans le secteur, c'est quand même un changement de paradigme qui s'opère là. Alors clairement, parce que en fait, c'est un aller sans retour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a commencé à dématérialiser et que beaucoup de choses se sont accélérées, par exemple avec la pandémie... Oui, c'est ça, c'est vraiment la responsable de cette accélération, cette pandémie. Bien sûr, avant la pandémie, dans nos process, dans ceux qui étaient enregistrés comme étant valables, on avait par exemple pour la plupart de nos marchés, sauf la France qui avait basculé déjà dans le digital, l'obligation de recevoir des originaux signés des contrats. Évidemment, quand on ne peut plus aller à la poste, ça pose quand même un petit problème. Donc, on a basculé sur l'utilisation et la reconnaissance de la signature électronique. Ça demande à faire évoluer les process, mais ce n'est qu'un début. Je le disais, on a, lors de notre panel, beaucoup échangé sur ces sujets-là, et on a fait appel à un cabinet de consultants qui s'appelle Pericles, qui est allé sonder notre marché de distributeurs, et pas uniquement en France, également en Belgique, en Italie, en Suisse, au Luxembourg. Il y a des différences, du coup ?
pour comprendre les enjeux. On est sur un marché qui est extrêmement hétérogène. On a, et c'est pas pour faire cocorico la French Tech, mais on a quand même une certaine avance, une certaine maturité en France, et encore plus étonnant, on se rend compte par exemple que le marché des CGP est en avance par rapport au marché de la banque privée. La banque privée qui a évidemment une capacité d'investissement forte dans ce secteur-là, pour qui c'est une priorité. Surprenant. Mais ce qui est, ce que l'on sait quand on travaille dans cet écosystème en France, c'est que de tout temps, il y a eu déjà une digitalisation des services dans le marché des conseillers en gestion de patrimoine, que ça s'est accéléré et qu'aujourd'hui, tout converge, tout se rejoint. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette étude qu'on a faite avec Périclès, on comprend les enjeux, on comprend que ça s'accélère, on comprend qu'il y a ces enjeux de chacun crée son système propriétaire, que le grand enjeu, c'est l'interfaçage, c'est la communication entre les systèmes, parce que, in fine, on parle beaucoup de digitalisation, mais on est quand même sur des métiers qui sont complexes, dans des métiers où il y a encore énormément d'interventions humaines, d'expertise. Il ne faut pas oublier l'humain. Là, c'est toujours l'humain reste au cœur quand même. En fait, il faut comprendre quelle est la valeur de la digitalisation. C'est-à-dire que la valeur de la digitalisation, c'est de créer du temps, de créer de la scalability, de l'effet volume, de réduire le risque, de créer de l'automatisation pour dégager du temps à valeur ajoutée pour nos clients. Nos clients, ils n'ont pas envie de passer 5 heures en rendez-vous pour remplir un bulletin de souscription. Évidemment. Par contre, ils ont envie d'être bien conseillés. Ils ont envie d'avoir quelqu'un qui soit disponible. Et ça, c'est le rôle de dégager du temps à valeur ajoutée pour nos partenaires, pour nos distributeurs, qui sont avant tout des conseillers et qui ne sont pas là pour remplir des formulaires. Évidemment. Pour les middle office qui peuvent travailler avec eux, de s'assurer que la data, on en parlait, soit sécurisée, soit bien échangée. Et puis pour nous, parce que évidemment pour nous qui sommes l'assureur, le fait de recevoir toute cette data dans les systèmes directement d'administration sans avoir à la ressaisir au bon endroit, ça crée des gains d'efficacité énormes et ça nous permet de mieux développer notre produit, de prendre du temps pour venir communiquer auprès de vous et donc en fait d'assurer plus efficacement, dans un environnement plus simple, notre travail au bénéfice avant tout du client et de nos partenaires. Merci David Liebman de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes directeur de la distribution et de l'innovation, responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Merci, Merci à toutes beaucoup. Merci, David. Et on termine cette émission comme chaque jour par le Club Expert. Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Aujourd'hui, notre chroniqueur est Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Et on va parler avec lui de SCPI, notamment les SCPI de commerce. Et on va connaître la vérité sur les chiffres. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura, bonjour Bonjour. Eva. C'est vrai que le commerce a beaucoup souffert ces 18 derniers mois. Pas tous les commerces de la même façon, hein, évidemment. Oui, il y a eu des différences importantes, notamment par rapport à la typologie des commerces. Les commerces de première nécessité, dits essentiels, ont pu rester ouverts, ont donc fonctionné normalement, voire même encore plus que les autres, puisque c'était les seuls ouverts, donc Évidemment. mieux que d'habitude. On a eu des différences également par rapport à la localisation des commerces, ce qu'on appelle les retail parks. Les boutiques de pieds d'immeuble s'en sont mieux sorties que d'autres types de surfaces comme les galeries commerçantes. Donc il y a eu des différences pendant le confinement, mais à l'issue du confinement, on a eu des différences également, puisqu'on s'est aperçu que les clients, les consommateurs ont eu un regain d'intérêt pour le commerce de proximité, d'où un certain rebond pour les boutiques de pieds d'immeuble. Et si tous les commerces ont subi la crise, malgré tout, il faut rappeler qu'il y a eu une aide importante, et c'est pour ça qu'il y a eu relativement peu de casse à la sortie, même si la période a été difficile, grâce aux aides directes de l'État ou encore au PGE. Notamment les SCPI de commerce, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. De la même manière, elles n'ont pas toutes souffert pareil. Effectivement, tout simplement, les SCPI de commerce, comme le commerce d'un point de vue global, va s'orienter sur plusieurs typologies d'actifs. Les SCPI qui étaient spécialisés dans les retail parks et les boutiques de pieds d'immeuble s'en sont mieux sorties que celles qui étaient spécialisées ou extrêmement diversifiées avec des galeries commerçantes. Pour s'en apercevoir, il suffit de regarder les rentabilités qui ont été distribuées, les TDVM, distribuées en 2020 par rapport à 2019. On va s'apercevoir que certaines des SCPI de commerce auront une rentabilité quasiment équivalente, alors que d'autres auront plus souffert et auront eu des pertes, enfin pas des pertes, mais une diminution conséquente du rendement, voire même une baisse de leur prix de part. Oui, parce que vous le dites, hein, là, quand on parle de rendement, c'est vrai qu'on voit des SCPI de commerce qui affichent des TDVM, donc effectivement donc des rendements de plus de 5%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est vrai qu'avec les récentes difficultés qu'ont connues, c'est justement les commerces, ça paraît beaucoup tout de même. Ça paraît beaucoup, et c'est vrai que quand on regarde précisément les chiffres,
les SCPI de commerce qui ont dépassé ces 5% ne sont pas forcément représentatifs du marché commerce. Si on regarde attentivement, j'ai repéré à peu près 6 SCPI qui dépassaient ce taux de rendement de 5%, même une qui dépassait les 6%. Mais comme je dis, elles ne sont pas représentatives du marché. Sur ces 6 SCPI, on en a 4 qui sont des SCPI dites à capital fixe. Et ça a une différence énorme par rapport au capital variable, puisque le prix peut descendre en dessous de la fourchette des plus ou moins 10% qu'on a sur les SCPI à capital variable par rapport à la valeur de reconstitution. Et donc, ces SCPI à capital fixe, quand on les regarde attentivement, elles sont très fortement décotées à moins 25, moins 40% par rapport à leur valeur de reconstitution, ce qui, d'un point de vue mathématique, plus je baisse ma valeur, plus mon rendement artificiellement monte. Et donc, il y en a déjà 4 sur les 6. Oui. Donc, ça n'est pas représentatif. Vous en avez repéré? Non, il y en a d'autres. Oui. Les 2 autres sur les 6, on en a une qui a une capitalisation extrêmement restreinte. Et donc, plus on est petit, plus c'est facile de s'en sortir. Il suffit juste d'avoir choisi le bon actif. Et quant à la dernière, elle est extrêmement récente. Elle a été créée en décembre 2019. Donc, elle a commencé à investir en 2020. Donc, elle était parfaitement adaptée sur les immeubles, enfin sur les biens qui ont été choisis. Est-ce qu'il est toujours intéressant alors d'investir dans les SCPI de commerce? Oui. Malgré tout, pour rester sur les SCPI de rendement, les plus de 5 sont pas représentatives. Mais un tout petit peu en dessous de 5, on peut trouver des SCPI très, très intéressantes. Vous en avez repéré 2-3. J'en ai repéré 3 notamment. Crystal Rent, qui s'en est extrêmement bien sorti, qui était en 2019 un tout petit peu plus de 5, un tout petit peu moins 4,80 environ en 2020. On a eu des SCPI comme Immorent, avec 4,40 de distribution, Sofidi. Donc, malgré tout, Immorent n'est pas une SCPI dite commerce aujourd'hui, elle l'était auparavant. Aujourd'hui, elle rentre dans la catégorie diversifiée, mais avec une dominante commerce quand même, puisqu'elle a plus de 50% commerce. Et sa taille est telle, c'est un véritable mastodonte parmi les SCPI. Première SCPI à avoir dépassé le milliard d'euros. Et donc, au final, même si ce n'est pas une SCPI commerce, elle est représentative du commerce, puisque c'est la SCPI qui a le plus de commerce en termes de nombre de commerces et en termes de valorisation commerce, pratiquement 1,8 milliard à l'intérieur. Puis une troisième SCPI, un petit peu différente, Novapierre Allemagne. Et là, c'est par F-Gestion. Et là, c'est par F-Gestion. 4,51 l'année dernière, avec n'oublions pas que ce 4,51 est net de la fiscalité allemande, puisqu'elle est spécialisée dans le commerce allemand. Elle bénéficie finalement de la fiscalité favorable, allemande. Tout à fait. Différente de là. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette fin d'émission Club Expert. On espère vous retrouver évidemment bientôt dans Smart Patrimoine. Avec plaisir. Sébastien Delattre, associé d'Ambre Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laura de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était un plaisir. On vous retrouve demain, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis également. Demain, vous retrouverez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Bonne journée à tous sur Bismart. Bonne journée.